J'avais intitulé une précédente vidéo faite en mai dernier, juste à la sortie du confinement, et je l'avais appelée Chronique d'un désastre annoncé. Je n'imaginais vraiment pas que 7 mois plus tard, le désastre serait encore pire et encore plus catastrophique que ça. Un véritable effondrement de notre société avec un naufrage, véritable naufrage politique, naufrage médiatique, naufrage médical. Un pareil effondrement est tout à fait incompréhensible. Un effondrement de l'intelligence, de la réflexion, de l'esprit scientifique, de l'esprit critique. C'est vraiment incompréhensible. Ce qui s'est passé là, c'est tout à fait incompréhensible. Et quand dans 20 ou 30 ans, les historiens étudieront cette année 2020, ils seront absolument stupéfaits et incrédules que le pays de Descartes, Montaigne, Voltaire, Hugo, Bergson et d'autres soit aussi loin allé dans la bêtise, l'incompétence et le mensonge. Mensonge, manipulation et propagande furent les 3 piliers de cette histoire de coronavirus. Un ministre claironne que c'est la plus grande crise sanitaire qu'ait connue la France depuis plus d'un siècle, et il voudrait nous faire croire que ce virus est terrifiant, réunion de la peste noire, du choléra et une louche de petite vérole. Assez de mensonges, monsieur le ministre de la Santé. Naufrage médiatique avec disparition totale du journalisme et des journalistes. Mort du journalisme d'investigation, du journalisme d'information sérieuse et vérifiée. Aucune analyse critique, aucune investigation, mais une véritable propagande permanente et diffusion des déclarations officielles, les journalistes étant devenus tout simplement la voix de son maître. Jamais le moindre recul, aucune place pour les voix dissidentes, divergentes, véritable censure des déclarations, vidéos ou écrits contraires à la doxa gouvernementale. On se croirait revenu au temps de l'Union soviétique ou de la Roumanie de Ceausescu. Évidemment, les journalistes étaient devenus des experts médicaux se permettant avis critiques, voire insultes. Qu'un journaliste de télévision, M. Calvi, traite un professeur d'infectiologie mondialement reconnu de bouffon, qu'un philosophe de comptoir, Enthoven, traite le même professeur de pitre, ou qu'un histrion de bas étage, Castaldi, dise pique-pendre dans une émission de caniveau du même professeur, montre à quel point nous sommes tombés dans la bassesse et l'abjection. Alors, si on essaie de voir un peu ce qui s'est passé, je n'oublie pas M. Poujadas, notre célébrité télévisée, qui, lors d'une interview de longue durée du professeur Raoult, ne l'a jamais laissé parler complètement, lui couper la parole sans cesse, lui montrer des vidéos bidons, des courbes bidonnées, enfin bref. J'avoue que j'ai été assez étonné de la réaction du professeur Raoult qui a gardé un calme olympien. Moi, à sa place, il est probable que je me serais levé, que j'aurais mis une paire de claques. Bon. On se trouve donc dans une situation où il n'y a plus aucune réflexion, plus de politesse, aucun calme. C'est absolument étonnant. Et le pire, c'est que même des journaux comme Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, Marianne, qui sont des journaux a priori qui peuvent apporter une certaine contradiction, n'ont absolument pas traité le fond de l'affaire. Bien sûr, ils se sont un peu gaussés des déclarations, des mouvements, du gouvernement, du président, etc. Mais sur le fond, sur le problème que pose cette supposée épidémie, jamais vraiment de réflexion de fond. Et on est quand même extrêmement surpris du fait que tous les journaux, tous les médias, sans exception, avec une seule exception, c'est le journal François. François n'existe plus, mais il reste un petit journal numérique qui a essayé d'analyser, de comprendre, et c'est le seul média qui a donné une voix un peu discordante.
Quand un journal comme Charlie Hebdo a publié une bande dessinée où on faisait passer le professeur Raoult pour un alcoolique qui se torche au pastis, au bord d'un comptoir, c'était vraiment absolument insupportable. Et j'avoue avoir eu pour la première fois une petite nausée en lisant mon journal préféré tous les mercredis. J'avoue que ça s'est assez mal passé. Et donc, chapeau à François qui a été le seul à relever un peu l'honneur de la presse. Naufrage médical maintenant. Quand l'armée mexicaine des professeurs d'infectiologie parisiens passaient leur temps sur les médias télévisés pour fendre, pour insulter les gens qui essayaient de prendre en charge des malades, les gens qui essayaient de soigner, pour raconter n'importe quoi, des contre-vérités sur les médicaments antiviraux par exemple, faisant des prévisions ineptes. Et vraiment, ça a été un moment particulièrement, et ça continue d'ailleurs. Je remarque que personne, aucun journaliste, ne leur a posé la question de leur conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Et tous ces professeurs, jamais n'ont annoncé leur conflit d'intérêts. La loi les oblige à déclarer ces conflits d'intérêts quand ils écrivent un article ou qu'ils passent à la télévision ou à la radio. Et ils ne l'ont jamais fait et on ne leur a jamais demandé. Alors, tous ces professeurs qui étaient là, ils squattaient les plateaux de télévision, mais ils n'étaient pas dans leur service. Ils ne soignaient personne. Quand tous ces gens touchaient des centaines de milliers d'euros de l'industrie pharmaceutique, évidemment, on peut parler, on peut dire n'importe quoi. Évidemment, aussi, s'ils avaient annoncé leur conflit d'intérêts, ça aurait, d'une certaine manière, démonétisé leur discours, qui n'aurait plus grand poids en sachant qu'ils parlaient au nom de l'industrie pharmaceutique. Ils ne devaient pas passer beaucoup de temps dans leur service. Les agences gouvernementales de santé ont fait preuve d'une incompétence incroyable. Interdire aux médecins généralistes de soigner, en répétant sans arrêt « vous êtes malade, restez chez vous ». 40 à 70% de baisse d'activité des médecins de famille en France, et c'est une statistique de la Caisse nationale d'assurance maladie. Interdiction de prescrire des médicaments, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire. C'est inimaginable. C'est le président de la République, le gouvernement qui décide comment on doit soigner, ce qu'on doit prescrire. Alors, messieurs les politiques, mêlez-vous de politique et d'administration et laissez-nous travailler, laissez-nous soigner les malades. Je dois dire que la prochaine fois que je verrai un malade du Covid, j'en ai pas vu beaucoup, mais enfin la prochaine fois je l'enverrai à l'Élysée ou à Matignon en disant allez chez eux, eux ils savent comment on doit soigner, moi je ne sais pas. Alors depuis le début, si on essaie de parler un peu des médicaments dans ce monde médical, on nous matraque que l'hydroxychloroquine est inefficace et qu'il est dangereux. C'est le médicament le plus dangereux du monde. Des milliards de personnes l'ont pris comme antipaludéen. Il était en vente libre jusqu'au mois de janvier dernier, et maintenant, c'est une catastrophe. Eh bien, c'est un double mensonge. En effet, l'hydroxychloroquine est tellement efficace qu'elle est le traitement standard dans 60 à 70% des pays du monde, associée à l'azithromycine au tout début de l'infection, car elle bloque la multiplication du virus, et qu'elles entraînent une annulation de la charge virale en quelques jours. Donc plus de charge virale, plus de virus, plus de contagion, plus de malades. Eh bien, on a empêché les médecins de faire cela, et ceux qui l'ont fait, ceux qui plaident contre l'hydroxychloroquine, étaient donc, ne sachant pas de quoi y retourner, soit incompétents, soit malhonnêtes, et les deux n'étant pas exclusifs. Il est évident qu'en empêchant les médecins de famille de soigner dès les premiers jours une infection, comme cela doit être la règle en médecine, quand une infection arrive, on soigne au début avec un traitement probabiliste, mais on doit traiter dès les premiers jours. Et en interdisant aux pharmaciens de délivrer les médicaments, en interdisant aux laboratoires Sanofi de livrer les pharmacies, mais on a sûrement multiplié par 5, 6, 10
le nombre d'hospitalisations et donc le nombre de morts. Cette attitude, je l'estime tout à fait criminelle. Il est criminel d'avoir empêché les médecins de soigner. Et c'est la responsabilité des politiques et de leurs conseillers supposés scientifiques. Je suis convaincu que tous ces experts qui sont dans ces milieux n'ont jamais vu une épidémie de grippe, n'ont jamais traité des malades en première ligne. Ça ne leur est jamais arrivé. Ils sont dans des services où on voit les malades les plus graves, mais le premier niveau, la piétaille de la médecine que nous sommes, nous, médecins de famille, ils n'en ont jamais entendu parler et ils sont dans la plus totale incompétence sur le sujet. Alors, je pense qu'ils ne savent rien de la prise en charge de ces malades en première ligne. Alors, dans notre pays, nous sommes malheureusement confrontés dans tous les domaines à ces gens qui ne font pas, qui n'ont jamais fait, et qui expliquent à ceux qui font comment ils doivent faire. Ça, c'est un des grands travers de notre pays au niveau de l'administration, des technocrates, etc., où des gens qui ne connaissent rien, qui ne font pas, disent aux spécialistes comment ils doivent faire. Alors, à côté de tous ces spécialistes corrompus, parce qu'ils sont corrompus, le Conseil de l'ordre des médecins a eu et a encore une attitude lamentable et pitoyable, menaçant et attaquant les nombreux médecins qui essayaient de traiter et qui essayaient de traiter les malades avec ces médicaments et qui essayaient de faire leur métier de médecin, soigner les malades, soigner en prescrivant un traitement probabiliste dès le début de l'infection, pour éviter l'aggravation et les complications, parce que dans une infection, c'est comme ça que ça marche. Que ce soit une infection pulmonaire, une infection urinaire, peu importe l'infection, même un banal a priori absédentaire, plus on traite tôt, plus on traite vite, moins on a de chances que cela se complique et que cela s'aggrave. Alors on a assisté à cette situation absolument ahurissante qu'au XXe siècle, on a mis en place la médecine du XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, les médecins n'avaient rien. Oh, ils avaient un peu de morphine, bref, quelques petits éléments. Et ils regardaient les malades. Alors, dans les milieux bourgeois, chez les riches, on avait du chauffage, on était bien nourris, on s'en sortait mieux quand il y avait une épidémie. Puis dans les milieux populaires, on n'avait pas de chauffage, on était mal nourris, et on mourait à 80% d'une pneumonie ou d'une infection, quelle qu'elle soit. Mais toutes ces histoires sont connues, elles sont dans les livres, elles sont dans les romans de Victor Hugo, de Gensu, de Zola. Tout ça est parfaitement reconnu. Eh bien, on a au XXIe siècle, on est retourné 2 siècles en arrière. Restez chez vous, ne vous soignez pas, et puis si vous guérissez, c'est bien. Et puis si vous guérissez pas, ça c'est compliqué. Mais restez encore chez vous, attendez d'être moribond. Et quand vous serez moribond, on vous prendra en réanimation. Mais c'était absolument délirant. C'était une situation incompréhensible. Alors, les urgences noyées, évidemment, les réas, j'en parle pas. Eh bien, avec une mortalité importante, surtout au début, après, la stratégie de prise en charge a été changée. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais les médecins réanimateurs ont compris que ce n'était pas une détresse respiratoire banale, mais que c'était autre chose. Et donc la prise en charge a changé et la mortalité a baissé de manière extrêmement importante. Eh bien, cette situation, c'est la conséquence de l'impéritie, de l'incompétence de nos élites ou de nos supposées élites. Parce que quand les gens qui sont responsables de tout, prennent de mauvaises décisions, eh bien, ils doivent en subir les conséquences. Cerise sur le gâteau, voilà que le Conseil national de l'ordre des médecins, par la voix de son improbable président, attaque le professeur pour charlatanisme. On croit rêver. Charlatanisme, un charlatan est quelque chose d'assez étonnant. Eh bien, voilà, le professeur, c'est un charlatan parce qu'il a osé dire autre chose que ce que la voix officielle dit. C'est un peu la chanson de Guy Béard. Hein. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. Dans les 110 propositions du candidat François Mitterrand en 1981, il y en avait une qui était la suppression de l'ordre des médecins. Il ne l'a pas fait.
eh ben aujourd'hui on peut regretter qu'il n'ait pas mis en place. Et j'avoue très franchement, je ne suis pas conseiller ordinal, je ne l'ai jamais été, je ne me suis jamais présenté aux élections pour le Conseil de l'Ordre, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans le monde médical, je pense que les conseillers ordinaux des départements s'honoreraient vraiment à démissionner solidairement, tous en bloc. Le naufrage politique maintenant. On a à la croisée des chemins le ministre de la Santé, qui est médecin, le professeur Salomon, directeur général de la Santé, qui est médecin aussi, bien sûr, et qui ont multiplié les déclarations ronflantes, contradictoires. Pendant 3 mois, on nous a dit que le masque ne servait à rien, qu'il était inutile, qu'il n'était pas prouvé du tout que ça servait à quelque chose. On n'en avait pas besoin, évidemment. Sauf que c'était le moment où on n'en avait pas des masques. Parce qu'on avait brûlé, détruit le stock de masques et qu'on n'avait pas jugé d'en racheter. Puisque M. Salomon avait refusé d'acheter un stock de masques, et ça on le sait très bien, parce qu'il y a des textes pour ça, eh bien, pas de masques, pas la peine. Et puis, on nous a expliqué que le confinement était inutile, contre-productif, que c'était pas comme ça qu'on allait diminuer l'épidémie. Et le ministre de la Santé est venu sur les plateaux de télévision pour expliquer, au moment où on a des épidémies de grippe, quand le printemps arrive, les gens ressortent chez eux, et puis voilà, l'épidémie disparaît, pas parce que le temps a changé, mais parce qu'on n'est pas confiné et qu'on sort de chez soi. Et 15 jours après, on confinait. Et on rend le masque obligatoire. Alors on a assisté à la mascarade des masques. Ça sert à rien, puis c'est obligatoire, et il faut le porter dans les lieux clos, et il faut le porter dans la rue. Mais ça sert à rien de porter un masque à l'air. Ça n'a aucun intérêt à l'air libre. Ça ne sert strictement à rien. Et puis après on nous dit, alors moi quand je vois des cyclistes ou des joggeurs ou des gens au volant de leur voiture avec un masque, j'avoue que je suis un peu désappointé, ça me fait un peu rigoler. Et puis maintenant, on nous dit, mais vous savez, c'est quand même mieux de le porter chez vous. Et puis on dit, les enfants, à partir de 6 ans, il faut qu'ils en portent à l'école, parce que c'est gravissime. Alors on porte le masque chez soi, puis bientôt on va nous dire, ah ouais, mais il faut le porter en dormant aussi, parce que c'est important. Et puis après, on nous dira, il faut le porter sous la douche. Surtout qu'ils sont lavables maintenant, alors allez-y, portez-le sous la douche. Porter un masque comme ça en permanence, c'est non seulement inutile, mais c'est dangereux. Parce que ça entraîne des troubles respiratoires avec une diminution de la saturation d'oxygène du sang, et ça a été largement démontré. Et alors, bon, je préfère ne pas parler des nombreuses éruptions cutanées que j'ai constatées chez un certain nombre de patients qui ont une allergie cutanée au masque. Alors, devant tant de déclarations contradictoires, on ne comprend plus rien. Alors c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 2 pas de l'autre côté, c'est la démarche du crabe. Interdiction des plages, puis autorisation. Ouverture des stations de sport d'hiver, mais interdiction des remontes-pentes. Fermeture des magasins, cette comparaison et cette distinction totalement ubuesque entre l'essentiel et le non essentiel, et qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Alors les coiffeurs, c'est pas utile, hein, la preuve est qu'à regarder, les coiffeurs, c'est inutile. Et donc, on ferme les coiffeurs. On est arrivé à quelque chose où on ne comprend plus rien. Alors, pas plus de 6 personnes pour les fêtes de fin d'année, parce que la 7e, c'est catastrophique, n'est-ce pas? Ça va diffuser, on va faire une catastrophe absolue. Et puis, l'autre crétin qui a annoncé, de toute façon, pour la bûche, on la coupe en 2, papy et mamie vont à la cuisine manger la bûche, et les autres de la famille la mangent à la salle à manger. Comment peut-on faire des déclarations aussi ineptes? C'est incompréhensible. Et quand j'ai dit tout à l'heure que c'était la défaite de l'intelligence et de la raison, on en a des preuves quotidiennes. Et alors, le couvre-feu, ça c'est une merveille, le couvre-feu. On nous a mis un couvre-feu, maintenant on nous remet un couvre-feu à partir de 20h. Ah! Alors un couvre-feu, c'est quoi? C'est en temps de guerre qu'on met un couvre-feu. On met un couvre-feu parce qu'on a peur que les ennemis s'infiltrent dans nos villes et dans nos villages, et qui vont bombarder, saboter, les je ne sais quoi, les trains, les machins. Ou alors que des terroristes viennent, la 5e colonne, comme on l'appelait,
Alors ça veut dire quoi? On va avoir des patrouilles de l'armée dans les rues. Ils vont faire des sommations d'usage s'ils voient passer quelqu'un. Et si cette personne ne répond pas aux sommations d'usage, on va tirer à vue. On est dans un État a priori démocratique et en paix. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'on était en guerre contre le coronavirus, je ne sache pas que le coronavirus a des tanks ou des bombes. C'est inepte. Comment peut-on mettre en place un couvre-feu? C'est ridicule. Ah, alors peut-être évidemment que nos élites pensent que le coronavirus est tapis, planqué dans les lampadaires et qui va nous tomber dessus comme Dracula dans les films de vampires, qui va sauter sur les passants. Il n'y a plus aucun sens, il n'y a plus de sens à rien du tout. Alors, quand on en arrive là, on s'interroge quand même. On s'interroge sur le comportement, sur la réflexion et sur l'analyse que peuvent avoir les responsables politiques de la situation. On a eu un premier confinement, et puis on a un deuxième confinement, et on nous annonce un troisième confinement pour le mois de janvier. Il eût été intéressant d'analyser ce qui s'était passé au moment du premier confinement. Que s'est-il passé? Tout le monde était chez soi, enfin, vous vous rappelez bien de cette situation qui était absolument ahurissante. Et quand on regarde les pays qui n'ont pas confiné, donc c'est les pays d'Europe de l'Ouest qui ont confiné, tous les pays qui n'ont pas confiné ont 5 à 15 fois moins de décès que les pays qui ont confiné. Le confinement n'a pas diminué le nombre de malades. Le confinement n'a pas permis d'interrompre l'épidémie. Alors, le rôle de nos têtes pensantes, c'était peut-être de réfléchir, d'analyser ce qui s'était passé et de regarder ce que les autres avaient fait, ce que les autres pays ont fait. Des pays d'Europe comme la Grèce, les Pays-Bas, les pays scandinaves, ils n'ont pas confiné. Et puis tous les pays d'Asie qui ont été en première ligne, qui ont été les premiers touchés, ils n'ont pas confiné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont appliqué la stratégie que j'appelle sino-raoultienne. Les Chinois l'avaient dit, le professeur Raoult l'a expliqué. Eh bien, on prend la température, les gens qui ont de la fièvre, on les dépiste, s'ils sont positifs, on les isole, et on les traite. Or, en France, on nous annonce à grand son de trompe qu'on va faire la même chose, sauf qu'on ne traite pas. On isole, on cherche les cas contacts, on isole tout le monde, et on ne traite pas. Alors que dans les autres pays, on a traité. Ils ont traité, et en quelques semaines, l'épidémie était réglée. Que ce soit à Taïwan, en Corée du Sud, à Hong Kong, au Japon, la mortalité a été ridiculement faible par rapport à notre pays. Alors, c'est quand même très embêtant parce que le traitement à l'hydroxychloroquine, à l'azithromycine, etc., négative le virus en une petite semaine, guérison, il n'y a plus de contagion, et le problème est réglé. Et on a été incapable de faire ça. Et si on avait analysé ce qui s'est passé au moment du début, c'est-à-dire entre février-mars et mois de mai, on serait rendu compte que le confinement était une erreur. Et une erreur, malheureusement, une erreur mortifère. Parce qu'il y a eu plus de morts dans les pays qui ont confiné, comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est quand même assez incroyable. Ah ben non, ça n'a pas servi de leçon. Ben non, c'est pas la peine. On continue, on fonce. Ça aurait pu nous inspirer et ça aurait pu nous faire dire, bon, confinement, c'est pas une bonne idée. On va faire autrement. Alors, le fameux proverbe dit rare manum est perseverare diabolicum. Là, on est dans la situation où il a été diabolique de persévérer clairement dans l'erreur. Enfin, c'est vrai qu'en France, on sait tout mieux que tout le monde, on est les meilleurs. Et alors, le confinement, une fois, 2 fois, on oublie, ou alors on fait semblant, ou alors on croit que ça ne va pas arriver. Les conséquences désastreuses, dramatiques, sociales, économiques, chômage, faillite. Et nous, médecins, qui sommes toujours en première ligne, dont tout le monde se gausse, mais il se trouve que nous constatons au quotidien les angoisses, les dépressions, les suicides. Oui, le nombre de suicides a augmenté.
Parce que les gens sont dans une situation psychologique extrêmement embêtante. Les troubles du sommeil, les angoisses. Et on voit ça, moi je vois ça tous les jours dans mon cabinet. Alors pour tout ça, un grand merci, Monsieur le Président, le gouvernement et tous les responsables politiques qui ont largement contribué à cette catastrophe sociale et économique.